Delaloz, qui est une remarquable pédo-ostéopathe qui a fait un travail de recherche absolument phénoménal avec son ouvrage Le crâne du nouveau-né, qui a été attaché de consultation et en stomatologie, enfin à l'assistance publique, et en stomatologie et en traitement de la douleur, et avec lequel on collabore depuis de très nombreuses années. Il est vrai que la libération des mouvements est une chose importante pour nous, mais que la normalisation des fonctions est une chose importante aussi pour la stabilité de leur approche. Donc nous sommes vraiment là encore complémentaires. Et donc Roselyne, eh ben, je vous donne la parole. Merci. Merci Patrick, et puis merci au docteur Bergeron. Est-ce que vous voyez le début de ma présentation? Donc, moi, je vais vous parler des grands syndromes crâniofaciaux, et puis sans s'occuper de Grandel du sphénoïde, parce que je crois que Patrick m'a jamais entendu parler de ça. On va s'occuper des sutures et d'essayer de pallier un petit peu le déficit de croissance des grands syndromes crâniofaciaux les premières années de vie. Donc, le sommaire, il est affiché. Je fais actuellement une thèse, et je suis en fin de thèse, et donc nous avons adapté un logiciel de reconnaissance faciale de l'adulte à celui de l'enfant, qui va être adapté au visage du nourrisson et de l'enfant, et pour lequel on peut faire des calculs de surface et surtout des ratios sur les différentes surfaces. Pour pas qu'on reconnaisse les enfants, on va user des images thermiques. Mais 67 points, c'était beaucoup trop, donc on l'a réduit à 37 points à droite, à gauche, et on a rajouté quelques points, et notamment les deux ptérions, parce que le ptérion, qui est une suture entre quatre os, entre la face et la voûte crânienne, est un point essentiel pour la croissance de l'étage supérieur et de l'étage moyen. Et puis, sur ces points, les logiciels de reconnaissance faciale prennent, par exemple, le bord des paupières. Nous, le bord des paupières ne nous intéressait pas, puisqu'on allait calculer des surfaces, mais plutôt des surfaces osseuses. Donc, on va aller au bord de l'orbite, qu'on voit aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, puisque c'est les cernes, ce qui nous permettra de mesurer l'orbite. Le but donc de cette recherche, la première, c'est d'avoir une cohorte d'enfants assez développée pour avoir des mesures, parce que dans la littérature, on en trouve très peu. Et si je reprends Atkins, qui dit la croissance faciale suit une courbe générale avec des accélérations spécifiques et individuelles et un aspect saltatoire de cette croissance, mais des chiffres, nous n'en avions pas. Donc, on est parti sur un référentiel photo de à peu près presque une vingtaine d'années, presque 700 photos. On avait 327 recevables, mais nous avions des enfants prématurés que nous avons éliminés, et
nous avons simplement exploité 315 photos de face. Si on était aujourd'hui, non pas il y a 15 ans, on aurait fait une stéréophotogrammétrie, ce qui était impossible il y a quelques années. Et je vous ai dit, toutes les photos sont en version thermique, comme vous l'avez vu. Alors, pour mesurer, eh bien, il y a la radio, le scanner, mais pour des raisons éthiques, il y a trop d'irradiation, il y a des biais possibles, et jusqu'en 2010, il y avait peu de moyens de quantification. C'est une première tentative, elle est imparfaite. Peut-être qu'on pourra faire plus tard de la stéréophotogrammétrie, mais aujourd'hui, nous n'en avions pas les moyens. Donc, on a fait 7 groupes, 3 groupes entre 1 mois et 10 mois. Ces groupes ont été faits par rapport à la croissance du PC, mais aussi aux éruptions dentaires. Donc, 0,1 mois était inexploitable par le logiciel. Puis le 4e groupe, c'était 11-20 mois. Le 5e, 21-40, 41-60. Et pour le 6e, 61-80 mois, ce qui va nous permettre de comparer. Alors, pourquoi une telle démarche? Eh bien, quand on s'intéresse, comme on a pu le faire, et ma consoeur Séverine Lambert continue, à Robert Debré, au grand syndrome maxillofaciaux, on se retrouve avec ce type de tableau où on met des quantités, où on chiffre, et on ne peut pas comparer réellement des surfaces. Donc, l'idée de avoir un logiciel était quand même intéressant. Et voilà 3 enfants qui vont être présentés ensuite. C'était produire des mesures quantifiables de l'accroissement facial des grands syndromes et des témoins au même âge, sans atteinte, des données fiables, et puis pouvoir mesurer le rattrapage du déficit obtenu par mobilisation ostéopathique en mettant l'enfant présentant un grand syndrome dans la même tranche d'âge. Donc, dans ce que je vais vous présenter, c'est les dysostoses automandibulaires, il manque un mot, et les dysostoses mandibulo-faciales avec une atteinte zygomatique et un grand syndrome non étiqueté. Alors, les données générales pour nos 315 cas, c'était de donner des analyses de variance. On fait des ratios, on ne peut pas comparer des surfaces, et on va enregistrer tout ça dans un fichier, et ça va être regroupé avec le nombre de semaines d'aménorrhée, le sexe de l'enfant. Nous avons pris 41 mesures exprimées en ratio, et l'analyse a été faite avec le langage statistique qui est celui fait dans la recherche aujourd'hui. Alors, je ne présenterai que ça pour les 3 étages faciaux, supérieurs, moyens et inférieurs. On voit que l'étage supérieur est très grand au départ et qu'au fur et à mesure, il va diminuer pour arriver à peu près dans un rapport d'un tiers de la face, alors qu'au départ, c'est la moitié de la hauteur faciale.
on voit très vite que l'étage moyen, qui est vraiment l'étage respiratoire, et je remercie notre, j'allais dire consoeur, mais l'orthophoniste qui a parlé avant, et on peut voir que c'est le premier qui grandit, et que l'étage inférieur, l'étage manducatoire, phonatoire, est bien plus petit au départ. Ce sera tout pour les 315 cas et on va s'intéresser à nos syndromes directement. Alors, ce petit garçon a une microsomie hémifaciale droite avec une macrostomie de la commissure labiale qui est très large, un fibrochondrome jugal et grâce au logiciel, nous allons pouvoir vérifier si on rattrape le déficit de départ, comme vous pouvez le voir sur cette analyse à 9 mois. Et pour cet enfant, on quantifiera la surface hémifaciale, la surface jugale et la mentonnière. Vous pouvez remarquer à la radio combien la mandibule et même l'hémiphase s'est peu développée. Donc, ce garçon a été pris en charge de 9 mois à 3 ans et demi, pardon. Vous voyez un tout petit peu le rattrapage. Ce petit garçon est en gris et en bleu, vous pouvez apprécier la cohorte des garçons et pas générale. Donc, voilà pour le rattrapage. Vous pouvez voir que l'évolution de la ligne de symétrie, on arrive même à un moment, je l'ai photographié 15 fois en me disant c'est une position mandibulaire, mais non, on avait fait grandir plus que l'autre côté notre hémimandibule droite et la pointe du menton se trouvaient décalées à la fin. Bien entendu, c'est redevenu dans l'axe. Par contre, comme vous allez pouvoir le constater, on a très peu de tissu mou au départ. Vous voyez à quel point cette fente est importante. Vous voyez le préop et bien entendu, l'ostéopathe qui ne s'occupe pas que de l'os, il s'occupe aussi des tissus mous, de la vascularisation du muscle, de la trophicité et de la vascularisation. Vous pouvez donc voir un petit peu le résultat aussi au niveau des tissus mous. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, ce petit garçon a une phase qui s'est développée. Bien entendu, le chirurgien fera une plastie pour compenser le tissu mou, mais pour le moment, à 3 ans et demi, il mange parfaitement. Il a une petite béance, je ne l'ai pas montré, mais il suce une totote, donc ce qui ne simplifie pas les choses, mais il est en train de la perdre. Une petite fille qui présente un syndrome de Treacher-Collins Klein-Franceschetti, donc elle a un hypodéveloppement des malaires, comme on le voit sur le scanner, des oreilles basses insérées avec un pavillon en coque autour d'un tout petit conduit auditif externe. C'est bilatéral. Il y a un énorme déficit de croissance de l'étage moyen
et donc des surfaces jugales et malaires avec des lignes antimongoloïdes bicantales de chaque œil à peu près à 6 degrés. Donc, vous voyez la récupération qu'on a pu avoir jusqu'à 6 ans et demi. C'est ma consoeur Séverine Lambert qui a continué la prise en charge à l'hôpital les 3 dernières années. Vous pouvez voir toujours pareil, les filles là sont en rose, cette petite fille est en gris. Il y a des moments où on régresse, mais on régresse aussi quand on a des pertes de dents. Quand on perd les incisives, on va un tout petit peu diminuer, un petit peu à l'avant, et l'usure des dents lactéales y fait pour beaucoup. Vous pouvez suivre là l'évolution des lignes antimongoloïdes, mais aussi des tarses des paupières, la paupière inférieure, ce qui rigidifie la paupière et qui donne ce regard presque de chien battu du départ. Et vous voyez qu'aujourd'hui, à 6 ans et demi, bien là, un regard qui est tout à fait acceptable. Elle avait tous ses cils, ce qui est rare. Et vous pouvez aussi apprécier sur le schéma, nous sommes revenus à l'horizontale pour les lignes bicantales. L'évolution de l'articulé dentaire, les syndromes de Treacher-Collins ont de toutes petites arcades dentaires et ont aussi une béance que vous pouvez voir là sur la téléradiographie à 4 mètres. Donc, à partir de 4 ans, l'orthodontiste va rentrer en piste, si j'ose dire, c'est nous qui commençons. Et nous allons continuer ensemble à essayer d'agrandir les arcades. 4 ans et demi, vous voyez le départ. Voici où on en est aujourd'hui. C'est des photos que Séverine Lambert m'a données du mois de juin, donc c'est déjà très acceptable. Et vous pouvez voir, par rapport au départ, cette petite fille est très, très jolie. Dernier cas, une petite fille qu'on reçoit à 2 ans et demi avec une asymétrie faciale, c'est un syndrome polymalformatif non étiqueté. Alors, j'ai une connexion Internet instable, j'espère que ça passe. Avec un hypodéveloppement de l'hémiface, un triangulaire des lèvres inférieures qui est hypotrophique, un blépharophimosis 3, c'est-à-dire des paupières très fermées, la fente palpébrale est très fermée, une sténose du conduit auditif externe avec un pavillon, une oreille basse et un pavillon en coque. Alors, voilà l'évolution entre 30 mois et 9 ans, 10 mois. C'est des photos qui ont 15 jours. Et vous voyez qu'à un moment, vers 6 ans, d'un coup, c'est plus du tout bon. On n'a plus de symétrie de l'axe facial et on a vraiment la face qui ne grandit plus comme on le souhaiterait. Alors, petite explication, elle sort ses molaires, sa première molaire définitive à gauche et pas à droite.
Et là, il faut absolument qu'on rattrape le côté droit, parce que même si l'articulé dentaire va être correct, le plan de morsure ne l'est pas du tout, et surtout la position des lèvres par rapport à la face. Vous pouvez voir l'évolution des axes bicantaux, il manque un C, excusez-moi, entre le départ et jusqu'à 6 ans et demi, on récupère très bien. À 6 ans et demi, avec l'éruption à gauche, tout se réinfléchit et quand les orthodontistes viennent nous compenser et nous aider, les rapports redeviennent corrects et on peut récupérer avec ce qu'il y a. Donc, vous voyez l'évolution des axes. On part de 17 degrés, ce qui est énorme pour l'œil droit. Au moment des éruptions dentaires gauche, on remonte jusqu'à presque 10 degrés, alors que l'œil gauche, lui, reste quasiment horizontal. On a une variation de 0,8 au départ, ce qui est quasiment rien. Voilà donc l'évolution de la bouche, de l'axe bichélion. Vous voyez, jusqu'à 6 ans et demi, c'est parfait. Ça ne va plus exactement comme l'axe bicantal et on récupère à nouveau quand on est en équipe à travailler. Vous voyez exactement la même chose quand on regarde l'évolution. On a une chute des ratios des surfaces entre la droite et la gauche, puisque c'est elle-même son comparatif, son côté droit étant strictement normal. Et voilà un petit peu l'articulé quand ça commence à mal se passer. Voilà où on en est. Je pense que je n'ai pas pris de photo dernièrement, c'est il y a 6 mois, mais c'est beaucoup plus correct. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, il y a encore un peu de rattrapage à faire. Alors, prise en charge ostéopathique, je dirais oui. L'analyse clinique est primordiale pour savoir spécifiquement où on va travailler et qu'au lieu de déficit de croissance et pas ailleurs, on ne s'occupe pas des grandes ailes, des sphénoïdes et de tout le reste, on s'occupe de faire grandir les endroits qui sont réduits en croissance. On a une action mécano-transductrice et ma thèse est vraiment orientée sur ces travails-là, appliqués aux sutures, mais aussi aux tissus mous. Notre suivi, c'est entre 3 et 5 consultations annuelles, avec un focus très particulier au moment des éruptions, aussi bien des dents lactéales que des dents définitives, et un suivi pluridisciplinaire. Je vous remercie. Et une des petites, voilà. J'étais un peu longue. Oui. Merci beaucoup, Roselyne, pour cette conférence des plus intéressantes qui a fait réagir beaucoup de monde d'ailleurs sur notre outil de questions-réponses. Premièrement, des félicitations pour l'intérêt de cette conférence. Et une question, vous venez de dire qu'on était à peu près sur 5 fois en termes de fréquence annuelle pour voir les patients. Ça a rebondi sur la question de Corentin Maslar qui demande « Bonjour, à quelle fréquence voyez-vous vos petits patients ? Comment adaptez-vous la fréquence à chaque patient et en fonction de quel signe ?»
Par exemple, j'ai dit le focus, si je suis en croissance, si j'ai des dents qui arrivent, la croissance, c'est simple, hein, c'est adapté au rythme de croissance de l'os chez l'enfant. C'est à peu près 4 mois. Donc, que sur des données fiables de la science, le remodelage, il faut 4 mois. Ça ne sert à rien de voir les enfants à ce moment-là. Enfin, lingual trop court, j'ai exactement la même position que l'orthophoniste. S'il est trop court, je demande à ce qu'il soit coupé. Mais sincèrement, dans les grands syndromes, ce n'est pas le problème, le frein lingual. Le problème, si on a une hypertrophie hémicorporelle, c'est qu'on va avoir une hémilangue plus petite que l'autre. Alors, il y a Christelle Guillot qui vous demande bonjour, ces grands syndromes ne sont-elles pas diagnostiqués aux échographies au cours de la grossesse? Tout ce que je vous ai montré, c'est non. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont être éliminés. Le petit garçon, le plus petit, l'a pris à 9 mois, quitté à 3 ans et demi, c'est l'âge qu'il a aujourd'hui. Et puis, c'est des enfants qu'on continue à suivre. C'était une grossesse gémellaire. Donc, assez complexe pour repérer le syndrome de Treacher-Collins. On le voit à l'arrivée. Voilà quoi. Donc, si, c'est comme la trisomie 21. Je veux dire, on a des cabinets où vraiment, et moi j'ai très peu de trisomie 21 dans mon cabinet qui ont été repérés avant. Hein. Alors, Roselyne, écoutez, merci beaucoup pour cette remarquable présentation. Vous savez, la passion que j'ai pour les cas extrêmes, parce que c'est généralement les cas extrêmes qui nous font avancer. J'aurais quelques commentaires. Le premier, c'est d'attirer quand même l'attention à nous autres orthodontistes sur le développement des orbites. Il ne faut pas oublier que le maxillaire supérieur, il est entre deux unités fonctionnelles, qui sont les yeux, le regard et la bouche que nous connaissons mieux, mais nous ne devons pas éliminer justement toute l'influence de cette partie supérieure. La deuxième chose, c'est que ce qui est très intéressant dans ce que vous nous avez montré d'une manière très honnête, c'est qu'il y a des phases où ça marche et puis des phases où ça régresse. Et malheureusement, les traitements orthodontiques, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais que c'est dans les phases qui ne marchent pas où on essaye de comprendre et que ça peut nous améliorer notre compréhension. Donc voilà, vous nous avez montré des choses qui, a priori, ne sont pas le courant des cabinets d'orthodontie ou des orthophonistes, mais qui est remarquable à la fois par les résultats que vous avez obtenus et remarquable par les données objectives que vous êtes et que vous allez par la suite pouvoir encore améliorer grâce à ces points et ces techniques modernes.